Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Je regarde si le chat fonctionne. Bonjour. Ok, j'ai l'impression que ça fonctionne. Très bien, super. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous parler d'un projet de recherche que j'ai et qui me semble avoir beaucoup de sens dans le contexte actuel. Et donc je travaille sur les logements collectifs, des coopératives, des habitats participatifs. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler des aspects de ces logements qui peuvent être des solutions face aux problèmes et aux crises qu'on rencontre aujourd'hui, notamment avec la Covid-19, mais aussi de crises économiques ou autres. Alors juste pour situer un peu le contexte, évidemment vous avez tous entendu parler de la Covid et de la crise. Moi je voulais souligner 3 points en particulier, 3 types de problématiques. La première, c'est qu'il y a eu beaucoup de problèmes et d'enjeux autour des questions des personnes âgées en EHPAD, à la fois parce que la gestion de la crise a été très houleuse au début, on a parlé dans les médias de plusieurs hécatombes, mais aussi parce qu'il y a un isolement très fort des personnes âgées dans ces espaces, voire des privations de liberté, et c'est l'objet de l'article que j'ai mis en lien ici. Et donc ça pose des questions sur quelle autonomie pour les personnes en EHPAD, quel choix de décider ce qu'on fait de nos mouvements, de notre vie et de notre volonté de voir les autres ou pas. Quelque chose d'autre que je voulais souligner et qui est pertinent pour moi en tant que prof, mais pour beaucoup de monde aussi, c'est la situation des étudiants pendant cette crise. Ça, c'est un rapport de l'Observatoire de la vie étudiante qui montre comment les étudiants sont aujourd'hui de plus en plus isolés, qui font face à une précarisation croissante et qui a des conséquences psychologiques fortes, avec pour certains des inquiétudes sur leur capacité à poursuivre leurs études à l'issue de cette crise. Et un troisième point que je voulais souligner, c'est les phénomènes de précarisation croissante, avec à la fois un grand nombre de personnes qui tombent dans la précarité. La Croix-Rouge parlait de 1,3 million de personnes aujourd'hui qui ne s'en sortent plus. Et aussi le fait qu'on a très peu de ressorts pour payer son loyer, euh, pour, euh, pour gérer la crise aujourd'hui. Alors il y a aussi eu des jolies histoires, et d'ailleurs il y a des personnes qui suivent ce webinaire qui les connaissent bien pendant le confinement, et notamment autour des habitats participatifs et coopératifs. Donc c'est une revue de presse très rapide, mais il y a le Moulin Bleu par exemple qui s'est créé, qui a créé un habitat collectif et qui a vécu apparemment très bien le confinement. Il y a des phénomènes de renforcement de la solidarité durant ce confinement. Et donc là, c'est un exemple d'habitat participatif à Montpellier, et globalement des effets de résilience des habitats coopératifs et participatifs euh, dans le contexte actuel. Donc ça fait des jolies histoires qui sont arrivées quand même pendant cette crise. Et c'est pas la première fois par ailleurs que les coopératives trouvent des solutions aux crises. Et donc je vais vous ramener un peu aux racines historiques du mouvement coopératiste aux États-Unis, et en particulier ce qui a déclenché les coopératives étudiantes. Donc pour dire qu'il naît aussi des choses assez positives des crises. Donc ça, c'est un rapport de 1941 qui parle de la Grande Dépression et de la crise de 29 et de l'impact que ça a eu pour les étudiants. Alors je vais pas vous lire tout l'extrait en anglais parce que j'ai peu de temps pour discuter. Mais globalement, ce qui est dit, c'est que il y avait des étudiants qui se retrouvaient dans des situations d'extrême précarité, qui pouvaient n'avoir qu'un repas par jour, qu'ils étaient incapables de payer leur loyer, et que beaucoup ont failli renoncer à financer leurs études. Mais c'est aussi le moment où du coup il y a une grande mobilisation pour créer des coopératives de logement, donc concrètement des gens qui vivent ensemble. Et donc, il y a eu un développement de lieux de vie coopératifs sur les campus américains dès les années 30. Et il y a énormément de rapports, et c'est des archives très intéressantes, de témoignages qui montrent comment, à partir d'une maison, ils ont réussi à faire un peu développer ce modèle et faire en sorte que ce modèle coopératif se développe. Donc ça, c'est à peu près l'étendue des systèmes de coopératives étudiantes qu'on connaît aux États-Unis aujourd'hui. C'est le réseau de NASCO qui est l'un des plus grands réseaux. Donc il y en a d'autres, mais ce qui est intéressant, c'est que dans chacune de ces villes que vous voyez là, on est parti souvent d'une seule maison à la base, et qu'aujourd'hui, il y en a, comme dans le cas d'Austin que je vais vous montrer tout à l'heure, des dizaines qui se sont créées et qui se sont maintenues à partir de la Grande Dépression. Donc c'est un modèle relativement intéressant.
Donc pour ce qui est de ma présentation aujourd'hui, j'aimerais bien vous proposer un peu une immersion dans les coopératives de logement, notamment nord-américaines, parce que c'est là où j'ai passé le plus de temps. Mais je vous parlerai un peu du terrain français que je suis en train de réaliser. Et je veux vous présenter en particulier le logement collectif comme outil de lutte à la fois contre la précarisation, et ce sera ma première partie, et contre l'isolement. Donc ce sera ma deuxième partie. Alors un petit peu quelques notes sur mes sources aux États-Unis. Tout d'abord, donc déjà j'ai vécu 4 ans en coopérative de logement à Chicago, ce qui a provoqué quelques déclics en moi. Et par exemple, à un moment donné, je vivais avec 40% de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Et quand on a réalisé ça, c'était assez impressionnant parce qu'on avait globalement un style de vie relativement homogène et où on s'en sortait tous, malgré le fait qu'il y avait des écarts de niveau de vie entre nous qui étaient assez forts. Et donc, on arrivait à maintenir un niveau de vie confortable pour à peu près 460 € par mois pour ces personnes qui, par ailleurs, avaient des difficultés financières, notamment pour l'accès à la santé, aux soins ou des choses comme ça. Un deuxième très gros déclic pour moi, ça a été la façon dont on s'est organisé pour gérer le fait qu'une personne soit malade au sein du collectif, et donc pour créer des phénomènes de solidarité qui ont été très forts et très importants dans mon envie de non seulement vivre dans ce genre d'espace, mais aussi de les étudier comme des espaces qui permettent de créer de la résilience. Donc j'ai aussi travaillé sur des archives de ce mouvement coopératif. Donc j'ai regardé un peu les origines du mouvement et de certains mouvements à partir notamment des années 30 et de la crise de 29. J'ai fait pour l'instant 42 entretiens aux États-Unis avec des membres de coopératives d'habitants, notamment celles qui luttent contre la précarité étudiante, mais pas uniquement. Et on pourra parler des différents modèles à la fin si vous le souhaitez. Et j'ai fait aussi pas mal de travail photographique. Et à ce propos, toutes les photos que vous voyez qui sont un peu modifiées, qui ont un effet dessin, c'est dans une démarche que j'ai eue de vouloir à la fois transmettre l'esprit des lieux et l'esprit des communautés, tout en respectant la sphère privée et l'espace intime des gens, parce que quand même je prenais des photos au sein de leur foyer. Alors même s'ils m'ont autorisé à prendre ces photos, je préférais ne pas montrer leur visage dans n'importe quelle présentation. Et donc juste quelques mots sur le terrain français que je suis en train plutôt de démarrer. Enfin, c'est un projet en cours. Il s'agit d'une participation à un projet de recherche-action participative, et je pourrais vous en dire plus si vous avez des questions, sur les nouvelles manières d'habiter et la solidarité dans l'âge. Donc il travaille vraiment sur cette notion cruciale de solidarité par l'entraide. Et donc le projet s'appelle Rhapsodia. Et je serais très heureuse d'en parler plus, même si j'ai moins de conclusions sur ce projet-là parce que c'est toujours en cours. Donc dans un premier temps, je voudrais parler de la lutte contre les précarités dans les coopératives. Alors cette photo, c'est un peu un clin d'œil parce que je pense que c'est l'image qu'on peut avoir des habitats collectifs comme étant très serrés et tout ça. Là, c'est juste, ils posaient parce qu'ils avaient construit cette espèce de meuble pour ranger leurs valises ensemble. Et donc du coup, c'était un peu une photo de famille d'un projet coopératif. Alors déjà, je voulais vous dire quelques mots sur qu'est-ce qu'une coopérative de logement. Donc c'est un logement collectif avec une certaine proportion d'espaces privés et plusieurs espaces en commun. En termes d'espaces privés, souvent ça peut aller du lit dans des systèmes de dortoirs, ce qui est relativement rare, même si dans les modèles étudiants, parfois ils partagent la chambre à deux. À l'appartement entier. Et donc souvent aux États-Unis, on parlera plutôt de co-housing. Et par ailleurs, beaucoup d'habitats participatifs en France ont des appartements tout à fait fonctionnels et après des espaces collectifs à côté. Ce qui est relativement classique dans les coopératives pour les étudiants aux États-Unis, c'est d'avoir au moins une chambre individuelle et le reste collectif. Et c'est aussi, ça correspond assez bien au modèle des éco-colocations en France. Et donc dans ces modèles-là, il y a souvent une mutualisation à la fois des espaces collectifs, donc on peut mutualiser la cuisine, le salon, les jardins, la piscine. Une mutualisation aussi des denrées alimentaires, qui sont souvent achetées en gros. Et dans les modèles des coopératives aux États-Unis, il y a aussi une mutualisation des tâches ménagères, donc là, ils font des repas en commun. Ils coordonnent le ménage, la trésorerie, le recrutement, le shopping, par exemple. Ce qui permet de faire beaucoup d'économies d'échelle. Et donc, c'est un des premiers outils pour lutter contre la précarité, qui est que la vie collective permet des économies d'échelle à la fois en termes de temps, en termes d'argent et en termes d'espace. Alors, pour vous donner une petite illustration, un peu un modèle de comment ça fonctionne,
Admettons que pour un foyer à faible revenu, vous pouvez seulement vous permettre d'avoir un espace privé de type chambre, bureau, studio et quelques espaces collectifs. Alors là, il faut faire un arbitrage entre avoir un grand salon, un jardin, enfin voilà. Admettons qu'on n'ait pas énormément d'argent à investir. Et au-dessus de ça, il y a des investissements assez forts à faire en termes d'électroménager, par exemple, où chaque foyer, dans la plupart des logements individuels, a besoin d'acheter un frigo individuel, des choses comme ça. Il y a d'autres types d'achats un peu ménagers qui se font comme ça. Et donc l'idée d'une coopérative et comment ça fonctionne pour les économies d'échelle, c'est que en additionnant tout ça, et ça peut démultiplier les espaces communs. Donc le bleu, c'est les espaces collectifs, et que par ailleurs, on n'est pas obligé d'avoir de l'électroménager en double pour tous les foyers, mais on peut mutualiser, je sais pas, 2 frigos, quelques machines à laver, et ce sera suffisant. Et donc concrètement, ce que ça permet de faire, c'est qu'en vivant à 10 pour les mêmes ressources, on aurait 10 fois plus d'espace commun qu'on peut répartir comme on veut et qu'on peut diversifier également. Et probablement 5 fois moins de dépenses structurelles, par exemple de dépenses en électroménager, et qu'il y a aussi des effets d'économie par l'achat en gros. Donc pour l'alimentation, pour le partage de l'électricité, de l'eau et le chauffage. Il y a aussi des économies d'échelle énergétiques et donc des aspects sur l'environnement que je développe pas trop dans cette présentation, mais dont on pourra discuter si ça vous intéresse. Et donc, ce que ça permet de faire, tout ça, c'est un partage et une mutualisation de ressources en termes d'espace et d'espace collectif. Donc ça, c'est un exemple de home cinéma dans une coopérative étudiante. Donc c'est un peu bordélique, mais ça donne une idée de l'espace. Quelque chose qui est revenu souvent dans les entretiens, c'est que pour être étudiant et avoir un piano, il fallait vraiment vivre dans une coopérative de logement, sinon c'était quelque chose qui était assez inaccessible pour beaucoup de monde. Donc là, c'est un exemple d'accès à de la sono, à un home cinéma, à une salle de musique. Il y a souvent des salles de musique en coopérative qui sont des espaces très chouettes, des espaces artistiques. Il y a même des endroits où il y a des espaces de design de couture. Et tout ça sont des photos d'espaces aux États-Unis et au Canada. Voilà, des espaces collectifs pour ranger les vélos, voire des vélos mutualisés, des kayaks potentiellement. Dans certaines coopératives, il y a des piscines. J'ai même vu des salles de sport de cette dimension-là, à savoir que c'était dans une très grosse coopérative, donc voilà, ça dépend. J'ai déjà vu des makerspace comme espace collectif ouvert au public dans des coopératives, des espaces un peu comme celui-là de travail de bois ou de bricolage. Et donc une concentration des ressources, des denrées alimentaires, comme on peut le voir ici, donc avec des cuisines en gros qui permettent l'accès à de l'alimentation pour des gens qui n'auraient pas des moyens de sortir pour manger, par exemple. Et bien sûr, donc une mutualisation des espaces communs de type salon, salle de bain parfois. Ça, c'est un Porsche. Des grosses cuisines industrielles dans certaines coopératives qui permettent de faire à manger dans des quantités importantes. Haute photo de salon. Il y a quelques salles de bain comme ça. Il y a aussi des salles de bain individuelles et des jardins collectifs. Donc tout ça, la mutualisation fonctionne aussi autour du partage des tâches. Et donc là, c'est 3 personnes qui cuisinent pour une coopérative de 120 habitants. Donc c'est des quantités assez industrielles. Donc il y a des partages de tâches assez différents. Donc il y a la cuisine collective. Donc ça, c'est des exemples de photos avec de la nourriture qui peut être d'assez bonne qualité, peut-être contre certains préjugés. Donc la construction, le fait de faire des travaux en commun ou de partager ça, le partage d'un compost. Et donc ça, c'est des exemples de systèmes de répartition des tâches dont on pourra discuter plus tard. Donc il y a des systèmes de roues, des systèmes de tableurs Excel, et voilà la réalisation de travaux collectifs. Je voulais vous montrer aussi comment ça peut mener à des choses qui se diffusent. Donc là, c'est l'exemple de l'expansion des coopératives d'étudiants à Austin, au Texas, en sachant que là, on est proche du campus de UT Austin, donc on est dans un des quartiers les plus chers d'Austin, et ça, c'est l'évolution à partir des années 70. Donc il y a 2 systèmes de coopératives qui se sont développés, qui ont formé 2 associations à but non lucratif pour pouvoir racheter de nouveaux bâtiments. Donc College Houses, qui a donc Opsis, qui a une vingtaine d'habitants, Pearl Street, c'est 120 résidents
résidents. 21st Street, ce qui est intéressant, c'est que ça a été créé pour être une coopérative de logement dès les années 70. Et donc, ils ont créé ce bâtiment à partir de zéro pour ça. Taos, ils ont racheté un ancien hôtel et ils vivent à 60. Et ils ont créé, je crois que c'est en 2011, quelque chose qui s'appelle la Super Coop, qui est un peu qui a été également créée pour être une coopérative où il y a 3 coopératives imbriquées qui ont 60, 30 et 75 résidents. Donc ça fait un écosystème en tout de 450 étudiants. Et eux, leur approche, c'est de construire de nouvelles coopératives. Et donc ça, c'est l'exemple de la Super Coop, où on voit donc il y a 2 étages qui correspondent à une coopérative et les 2 étages du dessus, ce sont des coopératives indépendantes, sachant qu'il y a beaucoup d'espace de dialogue entre ces différentes coopératives. Et de l'autre côté, il y a le modèle de Intercooperative Council, où là, c'est plus des petites maisons de entre 15 et 27 personnes. Donc c'est relativement grand, mais c'est plus petit que les formats de College House. Et donc là, c'est un écosystème pour plus de 200 étudiants qui est aussi en expansion. Et donc principalement, il s'agit de grandes maisons réaménagées en coopérative. Donc ça, c'est des exemples de photos. Eux, ils sont passés de louer un espace à acheter progressivement de plus en plus de maisons via cette structure associative qui permet d'acheter et de créer de nouvelles coopératives. En termes de niveau de vie, sachant qu'on est dans l'un des quartiers les plus chers, ça c'est des ressources de College House qui estiment que, tout compris, un étudiant peut vivre proche de son campus en vivant dans une coopérative avec $900 par mois, donc ça ferait 800 et quelques, ou 790, quelque chose comme ça. Alors que de base, pour payer son loyer, être capable de manger et payer toutes ses factures, un étudiant dans une autre structure devrait payer $1 460. Donc, ce qui est intéressant dans leur stratégie d'expansion, c'est qu'ils ont utilisé beaucoup de types de bâtiments différents. Donc, par exemple, Taos est un ancien hôtel qui a été racheté par une coopérative. Là, c'est une ancienne résidence où il y avait plusieurs foyers qui a été racheté pour constituer une coopérative collective où c'est notamment des familles qui vivent. Donc, le but, c'est d'élever des enfants en s'entraidant. Il y a aussi d'anciennes maisons individuelles qui sont rachetées pour monter des coopératives. Il y a des reconversions d'anciens bureaux qui ont permis de créer des coopératives également, ou des anciennes fraternités. Ça, c'est un cas à Madison, voire d'anciens couvents qui se prêtent très bien à la vie en collectivité, qui sont faits pour, mais qui ont été transformés en coopératives. Et donc, dans les minutes qui me restent, j'aimerais bien vous parler de façon dont la coopérative permet de lutter contre l'isolement. Déjà, il y a beaucoup de temps collectif et d'espaces de sociabilité. Ça, c'est une photo où des étudiants d'une coopérative ont sorti tout leur canapé pour faire une soirée cinéma en plein air dans leur jardin. Donc, il y a des temps de jeu, de soirée, de sortie qui sont assez importants dans ces espaces-là. Et globalement, c'est des espaces où les sentiments d'isolement sont moins forts que dans la population générale. Il y a beaucoup de temps aussi autour des repas partagés. Et donc là, c'est des illustrations de différents repas communautaires auxquels j'ai pu assister au sein de différentes communautés. Et il y a plusieurs atouts du fait de ces repas. C'est à la fois un moment ça crée des moments de sociabilité. Ça permet d'augmenter la qualité moyenne des repas et donc de permettre un meilleur équilibre alimentaire, d'éviter les repas préparés, ce qui est d'autant plus pertinent aux États-Unis qu'il y a des problèmes de food desert et donc de difficile accès, par exemple, à des fruits et des légumes frais. Et ça permet aussi, comme dans les communautés avec une proportion de personnes relativement précaires, d'assurer l'accès à 3 repas par jour. Et c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on peut penser aux États-Unis, mais par exemple à New York City, plus de 30% des étudiants ont été au moins une fois dans leur vie food insecure, donc pas sûrs de pouvoir avoir 3 repas par jour. Donc il y a des formes d'entraide multiples dans ces communautés. Il y a des techniques de péréquation pour ajuster le loyer aux revenus.
Il y a beaucoup de soutien invisible pour l'intégration de personnes internationales. Donc moi, quand j'étais aux États-Unis, j'étais une étudiante internationale et donc je pense que ça m'a beaucoup aidé de vivre avec 50% d'Américains et on était une communauté où où on était en grande partie au moins 50% du logement internationaux. Donc c'est une source d'intégration très forte et très intéressante. Ça permet également de lutter contre l'isolement. Et ça permet de créer des espaces de soutien pour la santé mentale de chacun. Et ça permet aussi de développer des formes de soutien aux malades et aux caregivers, donc aux personnes qui sont en charge des soins aux malades au sein des communautés. Et il y a aussi des systèmes de soutien entre jeunes parents et familles monoparentales ou entre jeunes parents et la communauté plus générale. Et donc, c'est quelque chose que j'essaye d'étudier dans ma recherche qui m'intéresse beaucoup, c'est la mutualisation de l'aide et du care. Par exemple, au sein de la parentalité, le fait de dire un parent s'occupe de faire à manger pour tout le monde pendant que l'autre parent s'occupe de gérer les devoirs, pendant qu'un autre parent fait les courses, on peut très vite voir comment ça permet de mutualiser des choses et de gagner du temps et de pas être trop surmené dans les questions de parentalité. Et donc là, c'est un peu pour conclure sur le projet que je suis en train de conduire avec d'autres chercheuses et chercheurs sur penser l'autonomie par l'entraide. Donc c'est un projet qui est actuellement porté par Rapsodia en France et qui étudie plusieurs terrains d'habitat participatif, de coopérative ou de projets de logement qui pensent en particulier ces questions de solidarité par l'entraide dans la vieillesse. Donc il y a à la fois des modèles de solidarité intergénérationnelle ou de solidarité dans l'âge. Et globalement, les questionnements sont autour de comment développer plus d'autonomie grâce à l'entraide. Donc je vais m'arrêter là parce que j'étais censée avoir 20 minutes. Donc je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors attendez, j'ouvre le chat. Alors, j'ai une question de Julie. En quoi les makerspaces au sein de coopératives diffèrent-ils d'un makerspace indépendant ou dans une école ou dans une entreprise? C'est une très bonne question, Julie. Je suis pas sûre parce que tu connais mieux les makerspaces que moi. Mais globalement, l'idée c'était de créer, enfin, dans le cas où il y avait un makerspace au sein de cet espace, c'était de créer un lieu qui permette aux personnes du quartier de venir y accéder gratuitement et de mettre en commun des ressources du quartier. Donc c'était très organisé autour de l'échelle du quartier comme façon d'essayer de soutenir les personnes qui ont envie de créer des choses. Et donc, je pense qu'il y avait à la fois la dimension makerspace, un peu nouvelle technologie et tout ça, mais il y avait aussi la création d'ateliers de bricolage un peu plus dans le style des cafés de réparation qui existent en France aussi, où le but c'était de donner aux gens des ressources pour apprendre à réparer eux-mêmes des choses et lutter par exemple contre l'obsolescence programmée, des choses comme ça. Donc c'est peut-être un peu plus large comme champ d'action, mais à voir. Autre question, les makerspaces au sein des coopératives sont-ils strictement réservés aux membres de la coopérative? Du coup, j'ai répondu non. En tout cas, dans les espaces que j'ai connus, c'était vraiment ouvert sur la communauté et sur le quartier en particulier, parce que c'était dans un quartier relativement populaire, et donc avec un esprit d'essayer de construire des choses. Voilà. En quoi cela diffère-t-il de la colocation? Alors, c'est une très bonne question. Merci beaucoup. Donc, il y a plusieurs modèles, mais globalement, ce qui caractérise la coopérative et dont j'ai peu parlé aujourd'hui, c'est un modèle de gouvernance. Donc, c'est censé fonctionner selon des principes d'autogestion où chaque membre a une voix. Et donc, ça permet une gestion démocratique. Par ailleurs, il y a beaucoup de ces coopératives qui finissent par être achetées, alors que souvent la colocation, c'est plutôt de la location. Et donc là, c'est un groupe de personnes qui possèdent les murs et qui donc gèrent cet espace comme ça et voir s'il y a ces espèces de phénomènes que j'ai essayé de montrer, de développer plusieurs espaces dans une ville et de mutualiser le fait de posséder ces lieux
ensemble. Par ailleurs, la colocation, c'est vraiment le système d'avoir une seule chambre pour soi et d'avoir tous les autres espaces en commun, alors que dans les coopératives, il existe des gens qui ont leur appartement tout à fait intégral et donc qui ont leur propre cuisine, leur propre salle de bain, leurs propres espaces communs et qui ont par ailleurs une gestion coopérative et autogestionnaire d'autres espaces collectifs. Voilà. Quels sont les inconvénients de ces espaces? Très bonne question aussi. Je dirais qu'il y a plusieurs inconvénients. Ça dépend fortement des types de coopératives et ça dépend des intérêts de chacun. Mais globalement, qu'est-ce qui peut être problématique? Si vous n'avez aucun goût pour les espaces de vie collectifs, je pense que c'est globalement pas désirable de vivre en coopérative. Par ailleurs, tous les aspects de gouvernance démocratique horizontale dont je viens rapidement de parler veulent dire qu'il faut investir du temps dans la gestion collective. Il y a aussi ce système de répartition des tâches qui veut potentiellement dire, enfin voilà, moi dans les coopératives que j'ai étudiées, souvent c'était 4 à 5 heures par semaine de temps à consacrer à la collectivité pour faire du shopping, faire du ménage, faire des choses comme ça. Et donc du coup, ça prend du temps. Après, il faudrait venir à mesurer quelle est la partie du temps qu'on passe à des activités ménagères dans des espaces individuels, mais en tout cas, ça prend du temps. Alors, Catherine, qui gère ces coopératives et comment? Donc, moi, les coopératives auxquelles je me suis intéressée, c'est vraiment un format en autogestion. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans les coopératives étudiantes, par exemple, c'était autogéré par des étudiants qui après pouvaient s'affilier à une structure associative plus large pour mutualiser des fonds pour acheter une nouvelle coopérative ou des choses comme ça. Mais au niveau de la gestion de la maison, c'est vraiment une gestion très horizontale avec une répartition des tâches, avec des réunions mensuelles, hebdomadaires, 2 fois par mois ou mensuelles. Pour la gestion un peu collective de l'espace. Et souvent, quand il s'agit de systèmes où le but c'est de répandre ces coopératives, après ils s'associent à une association qui est plus large pour mettre leurs ressources en commun et acheter de nouveaux espaces qui permettent de nouvelles coopératives. Est-ce que l'intergénérationnel se développe réellement en France? Des exemples? Alors oui, il y a de plus en plus de projets qui se développent en France. Je vous invite à aller voir le site de Rhapsodia notamment parce qu'il y a plusieurs exemples qui en parlent sur ce site. Et donc, enfin voilà, il y a plusieurs exemples ici. Il y a Chamarel à Lyon. Ah, Chamarel, c'est pas intergénérationnel, c'est plus entre personnes âgées. Mais par exemple, il y a Bricoop. Enfin, il y a plusieurs modèles. Et je vous invite à regarder le site de Rhapsodia pour voir ces différents modèles. Il y a une question de Franck D. Est-ce que les coopératives sont des phalanstères New Age? C'est une bonne question. Faudrait que je me replonge dans l'histoire des phalanstères, mais ma compréhension d'instinct, c'est que c'était plutôt des modèles un peu patronaux, donc avec créés par des personnes par des patrons pour leurs ouvriers. Après, je crois qu'il y avait beaucoup de mutualisation des espaces, d'espaces de vie collective et tout ça. Ce qui est intéressant, je trouve, dans le modèle de la coopérative que moi j'étudie, c'est cette dimension d'autogestion et d'autogestion et d'horizontalité dans la prise de décision. Alors, il y a une question de Christian C. Le concept est très lié au concept de community, très anglo-saxon. Quelles sont les tentatives en Europe et plus particulièrement quelles tentatives en Europe et plus particulièrement en France ont été tentées avec quels résultats? Alors, on a le sentiment que c'est très anglo-saxon, notamment où il y a Intentional Community en Amérique du Nord en particulier, mais il y a énormément de pays en Europe en fait
où il y a des modèles coopératifs très développés et des choses très intéressantes qui se passent, notamment en Belgique, en Suisse, en Allemagne, au Danemark également, en Suède. Il y a une grosse littérature en Suède sur ces questions-là. Et donc ça, c'est des modèles qui sont très développés avec à la fois voilà, les modèles comme les béguinages, donc qui sont pour les femmes âgées. Enfin voilà, il y a tout un type de modèles qui existent. En France, ça se développe de plus en plus. Je pense que c'est un petit peu en retard et j'essaye de réfléchir à pourquoi on en a moins. Et à mon avis, c'est parce qu'on a aussi un secteur du logement qui a bien fonctionné, du logement avec HLM à loyer limité, tout ça qui avait bien fonctionné pendant longtemps et qui du coup l'alternative privée a mis plus de temps à décoller. Et avec quel résultat? Je dirais qu'il y a beaucoup de projets qui se pérennisent énormément. Enfin, ce qui est intéressant dans les coopératives que j'ai montrées aux États-Unis, par exemple, c'est que ça existe des années 30 et que c'est des projets qui sont toujours sur pied aujourd'hui, alors que la crise de 29, c'était un moment très difficile. Après, il y a eu la guerre qui a posé beaucoup de problèmes aussi. Enfin, il y a eu toute une série de crises et que ces modèles-là ont été résilients malgré ces crises. Et en France, faudra voir dans la durée. Enfin, pour moi, les résultats, c'est déjà est-ce que les projets se pérennisent. Et donc, il y a pas mal de projets qui existent, notamment depuis les années 70 en France, donc qui sont toujours là. Et donc ça, c'est une dimension des résultats. Et l'autre dimension, c'est la capacité à se déployer plus et donc à prendre plus d'espace. Et donc ça, la suite à voir dans le futur. Euh, En référence aux coopératives agricoles, pardon, c'est une question de Julie. Qu'est-ce qui est repris et qu'est-ce qui diffère? C'est intéressant comme question parce que notamment dans les archives que je suis en train de fouiller, on voit que les coopératives qui ont été créées dans les années 30 aux États-Unis venaient de personnes qui avaient un peu l'imaginaire de la coopérative agricole parce qu'ils venaient de milieux ruraux, donc toutes les personnes qui avaient du mal à financer leurs études, et que souvent il y en avait plusieurs d'entre eux qui avaient connu le modèle des coopératives agricoles, donc notamment américaines. Euh, et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont inspirés de ce modèle-là. Après, j'ai l'impression que les coopératives agricoles, c'est plutôt sur une mutualisation des moyens économiques, alors que là, il y a tout l'aspect au logement et donc du coup, une dimension à but non lucratif qui est assez différente. Et je pense notamment que c'est grâce à cette dimension non lucrative qu'ils arrivent à collaborer autant pour mutualiser des fonds pour financer de nouvelles coopératives. Donc ça fait des différences assez importantes. Est-ce qu'il existe un statut de coopérative et permet-il d'échapper à la loi sur la copropriété? Alors oui, il y a un statut de coopérative. C'est vrai que là j'ai parlé plutôt d'aspects de style de vie et tout ça, mais c'est aussi il y a tout un cadre juridique sur ces questions-là. Après, je suis pas exactement sûre de quoi répondre sur est-ce qu'il permet d'échapper à la loi sur la copropriété parce que je suis pas du tout une experte du logement en France. Euh, et donc je reviens de 4 ans aux États-Unis et je découvre un peu ce qui se fait en France sur les coopératives, mais du coup je connais pas trop les problématiques liées à la copropriété. Ce qui est sûr, c'est que les projets de coopératives qui se développent ont souvent un peu dans l'esprit de lutter contre la spéculation et la gentrification. Donc il y a un peu une dimension politique au choix du statut de coopérative, même si je suis pas sûre que ce soit le cas de manière systématique. Mais en tout cas, il y a un statut juridique des coopératives et je vous invite à aller voir de plus près si c'est des choses qui vous intéressent. Comment sort-on de la coopérative? Donc souvent, en fait, on possède une part d'une coopérative qui peut être plus ou moins symbolique. Il y a des systèmes qui existent qui ressemblent quasiment à de la location, où donc la part ce serait l'équivalent du dépôt de caution. Et il y a d'autres fois où dans des logements où on est propriétaire, la part peut être beaucoup plus significative. Et normalement, quand on sort, on récupère juste la part qu'on a mise, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de bénéfice. Et c'est en lien avec ce que je disais sur les questions
des questions de non-spéculation. Donc en théorie, on part et on récupère la partie de la coopérative. On vend sa part, soit qui se dissout dans la coopérative, soit à quelqu'un d'autre. Et donc on récupère l'argent qu'on avait investi initialement. Euh, donc ça, c'était un peu sur quel est l'effet. Après, il y a des personnes qui choisissent de quitter une coopérative parce qu'ils en ont marre. Il y a des coopératives qui sont plus ou moins mobiles. Et ça m'intéresse assez comme système. C'est-à-dire que les gens se déplacent beaucoup. Et typiquement, moi, j'ai pu visiter des coopératives dans une dizaine de villes. Et je pouvais rester dans ces coopératives dans une espèce de forme de nomadisme qui est assez intéressante et où du coup il y a des modèles aussi où on est un peu moins ancré dans une structure spécifique et où il y a plus de mobilité. Après, il y a aussi des processus d'éviction de coopératives, notamment dans les coopératives étudiantes. Il y a toutes des questions sur en cas d'agression de quelqu'un ou de harcèlement sexuel ou de viol, qu'est-ce qui se passe. Et donc là, ils ont mis en place des procédures pour dire qu'on ne peut vivre dans la coopérative que si on ne met pas en danger autrui dans ces coopératives. Alors, y a-t-il un lien, un parallèle avec l'holacratie? Alors là, je suis désolée, mais je ne pourrais pas répondre à cette question de Solveig parce que je ne connais pas l'holacratie. Mais si vous l'expliquez par un message, je serais heureuse d'essayer d'y répondre. Voilà. Et donc une question de Dorian. Comment s'organise la répartition des tâches dans les coopératives de logement? Donc très bonne question également. Donc il y a beaucoup de systèmes et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup sur la façon de répartir les tâches. Souvent, ça fait partie du contrat initial de dire vous avez un loyer qui est par exemple en moyenne deux fois moins élevé que ce serait dans n'importe quel autre logement de ce secteur, mais en échange vous donnez un peu de temps à la communauté à la fois pour assister aux meetings, aux réunions, mais aussi pour nettoyer, faire le ménage et tout ça. Et donc, je vais essayer de vous partager un exemple. J'espère que vous pouvez voir mon écran. Mais donc ça, par exemple, c'est un système dans une des coopératives dans lesquelles j'ai vécu aux États-Unis, où en fait, il y a une estimation de toutes les tâches qu'on souhaiterait faire dans une coopérative, de type cuisine, faire le shopping de gros, être en charge du mail, enfin voilà, s'occuper du jardin, s'occuper du ménage, s'occuper du recyclage, etc. Et donc il y a une estimation du temps que chacune de ces tâches sont censées prendre. Et à partir de là, il y a une répartition qui est censée être égalitaire entre toutes ces tâches. Et donc il y a des systèmes un peu différents où certaines tâches dites ingrates font l'objet d'une rotation, alors que pour d'autres tâches, on peut les garder pendant 6 mois, un an. Parce que c'est quelque chose, enfin typiquement tout ce qui est dans la colonne centrale, là je sais pas si vous voyez, le recrutement de nouveaux membres, la trésorerie, la communication, les personnes qui sont en charge de coordonner un peu toute la répartition des tâches, ce sont des choses qui en général sont gardées pour un an et demi, et où il y a un peu un besoin d'entraîner les personnes suivantes pour leur apprendre à faire ces tâches-là, parce que la trésorerie, par exemple, ça ne s'apprend pas tout seul. Donc là, je crois que j'ai répondu à toutes les questions que je peux voir dans le chat. Laissez-moi vérifier. Hop. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors là, je viens dans le chat principal. Merci, merci pour les gens qui m'ont remercié. Donc, il y a Julie qui mentionne l'exemple du co-living qui se développe beaucoup en France aujourd'hui, qui est un concept innovant dans l'immobilier. Effectivement, c'est un modèle qui se déploie pas mal et, euh, et qui s'inspire beaucoup aussi des pratiques de coworking qui sont un peu différentes. Alors, je vois un commentaire de Franck D. Euh,
Oui, qui dit que le co-living peut être un détournement de concept pour captation de sa valeur. Donc c'est des lieux où on facture la chambre au prix d'un studio pour vendre du collectif, ce qui est une critique assez récurrente de ces espaces de co-living. Euh, donc il y a un commentaire d'Elisabeth qui me remercie, merci beaucoup. Euh, Comment on sort de la coopérative? Il y a un commentaire de Claire B. Comment voyez-vous l'avenir de ces concepts en France? J'ai beaucoup d'espoir parce que je m'inquiétais un peu de pas trouver ce genre de coopérative et de modèle en revenant en France. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et qui sont en train de se développer et où il y a des réflexions de plus en plus importantes sur ces sujets et sur l'impact de la vie collective pour différentes personnes et pour différents groupes. Il y a à la fois le projet Rhapsodia dont je vous ai parlé, il y a aussi le mouvement des colibris, tous les mouvements des éco-villages qui réfléchissent un peu à d'autres façons de vivre et tout ça. L'avantage du système coopératif et la raison pour laquelle je trouve ça intéressant de le présenter ici, euh, c'est que ça permet aussi des mouvements urbains, alors que les éco-villages et tout ça, c'est des réflexions qui sont très ancrées dans les milieux plutôt ruraux, alors que là, c'était des modèles de coopératives qui étaient tout proches des campus aux États-Unis, dans les quartiers les plus chers, les plus prisés, et qui donc coexistaient au plus près des centres urbains, ce qui était quelque chose qui m'a paru très intéressant là-dedans. Message de Fanny, merci pour cette intervention, merci à vous d'être là. Est-ce qu'il y a beaucoup de littérature, ouvrages de référence sur le sujet? Alors, si vous regardez, normalement dans les documents, je vous ai mis une petite bibliographie à la fois française et anglo-saxonne. Et donc, je peux vous partager quelques références sur l'écran, mais je pense que le mieux, si ça vous intéresse, c'est d'aller voir le document parce que j'ai pu en mettre plus. Et je suis très heureuse de vous renseigner. Il y a une littérature assez foisonnante et qui est très intéressante selon moi. Il y avait beaucoup de choses, notamment dans les années 70, parce que post-68, il y avait énormément de réflexions sur vivre autrement aussi. Donc il y a aussi des références très riches de ce côté-là. Donc là, les références que vous pouvez voir, ce sont les références, quelques-unes des références françaises, et j'en ai mis plus dans le document que vous pouvez télécharger normalement. Une question de Christian. Est-ce que les bailleurs sociaux français y réfléchissent? Il y a des modèles qui se créent avec des bailleurs sociaux. C'est le cas de la maison des Baba Yaga, qui est un logement collectif pour femmes âgées à Montreuil, qui est construit avec des bailleurs sociaux. C'est le cas aussi à Lyon d'un projet en cours qui s'appelle le Moulin. Et donc il y a des systèmes un peu hybrides qui se montent avec des bailleurs sociaux en France, ce qui fait que c'est des phénomènes d'hybridation qui me paraissent assez intéressants. Donc Solveig, difficile d'expliquer le concept. Mes définitions fournies par Guillaume donnent des grandes lignes. Merci, conf très intéressante. Ben, merci à vous Solveig. Et je regarderai ce concept. Ah oui, je vois le commentaire de Guylaine. Management fondé sur la mise en œuvre formalisée de modes de prise de décision et de répartition des responsabilités communes à tous. Opérationnellement, elle permet de disséminer les mécanismes de prise de décision au travers d'une organisation, avec une autorité distribuée et des équipes auto-organisées, se distinguant des modèles pyramidaux top-down les plus classiques. Donc, à mon avis, oui, il y a beaucoup de ponts à faire avec ça. Faudrait que je me penche plus sur ce concept, mais merci beaucoup. Merci Marion. Donc il y a une réponse de Catherine à la question de Christian. Oui, les bailleurs sociaux y réfléchissent pour ce que j'en connais, notamment le mouvement des coopératives HLM. Et Franck, on parle beaucoup de la crise du logement alors que les opérateurs actuels ne suffisent pas à résorber le décalage entre le prix du logement et la demande. Une démarche alternative serait une solution.
Je pense que c'était un peu l'enjeu de cette présentation de dire qu'effectivement, il y a des modèles alternatifs qui se montent et qui sont intéressants et qui fonctionnent aussi économiquement. En tout cas, c'était le cas aux États-Unis dans des contextes de crise assez forts, donc dans des contextes où on pourrait a priori penser que c'est difficile. Par ailleurs, dans mes recherches, je montre qu'il n'y avait pas énormément de soutien de l'État, qui de toute façon est moins présent aux États-Unis, mais donc que c'est des modèles qui se sont construits un peu sans l'État et qui ont permis de développer des projets sociaux d'ampleur relativement importante et qui ont été stables sur bientôt un siècle. Et donc effectivement, il y a des choses vraiment intéressantes à dire de ce côté-là. Alors il y a Christian qui dit je ne trouve pas les documents avec les sources dont vous parlez, comment y accéder? Donc normalement, moi je les vois en bas de mon il y a un petit document avec écrit un format papier et peut-être que l'assistant du webinaire pourra vous aider à le trouver. Mais normalement, c'est en place et au pire, je peux le transmettre par mail au besoin. Est-ce que les collectivités publiques sont sensibilisées à cette solution? L'accueil est-il favorable? Je pense que c'est en cours. Il y a des nouvelles lois qui favorisent plus les coopératives qui sont en train de se mettre en place. Encore une fois, je suis pas encore très spécialiste et très au point du système français. Il y aurait sans doute des personnes mieux placées que moi pour en parler. Mais je sais qu'il y a différents groupes sur l'habitat participatif, sur les coopératives qui essayent de diffuser ces solutions, de montrer leurs atouts, de montrer leur intérêt aussi. Il y a beaucoup de choses qui se font et qui sont en train d'être faites. Question de Francine, merci pour le webinaire. Est-il enregistré? Il l'est. Il est enregistré, je crois qu'il sera accessible pendant un an à partir de maintenant. Et est-ce que ces coopératives font du profit? Donc non pour les questions pour celles que j'ai étudiées. Après, ça a été mon choix de me focaliser sur les coopératives de logement qui avaient vraiment cette vocation de donner un loyer peu cher au plus de personnes possible et qui du coup ont choisi toutes des structures à but non lucratif dans la volonté de diffuser le modèle, c'est-à-dire qu'elles font une sorte de profit, mais qu'elles réinvestissent dans la pierre pour développer des nouvelles coopératives. Et c'est un peu toute l'essence du modèle que je vous ai montré sur Austin, où ils achètent des nouvelles maisons, où ils font construire des nouvelles choses. Donc c'est un peu du oui et non dans le sens où, en tout cas, elles sont stables financièrement et elles sont capables de continuer à se diffuser et à produire d'autres espaces et qu'elles continuent de produire encore aujourd'hui. Mais c'est pas des structures qui donnent des profits à des personnes par la suite. C'est un profit collectif qui se passe par le développement de nouvelles coopératives. Merci Pascal pour la référence. Je vous invite tous à aller voir le lien d'AbriCoop, qui est effectivement un super modèle en France et qui m'a donné beaucoup d'espoir en arrivant sur le fait qu'il y a des coopératives qui se montaient. Et c'est aussi un très bel exemple de co-construction avec un bailleur social. Donc merci beaucoup pour le lien, Pascal. Et donc il y a Tanguy qui vous précise que le document se trouve à droite de l'écran dans l'onglet Documents. Donc normalement vous devriez pouvoir y accéder. Et merci pour vos questions et n'hésitez pas si vous en avez d'autres. J'ai encore une dizaine de minutes avec vous si vous avez d'autres questions. Ah, je viens de voir une nouvelle question de Francine. Les prix sont-ils tout inclus, loyer, internet, repas? Oui. Oui, c'est une des choses qui est assez chouette et assez surprenante. Mais dans les modèles américains, moi, avec 550 $,
je pouvais manger tous les repas, ça incluait internet, ça incluait l'électricité, donc voilà. Et 550 $, ça fait 460 euros. Donc c'était ce modèle-là qui a permis, enfin, qui a fait qu'à un moment donné, on a été capable d'accueillir une grande proportion de gens qui vivaient sous le seuil de pauvreté et qui d'habitude s'en sortaient grâce aux food stamps, ce que je suis pas sûre de comment je peux le traduire, mais en gros grâce à des aides de l'État pour les personnes les plus précaires. Euh, Merci Lisa, merci Pascal, merci à toi. Franck, il existe, je crois, une coopérative d'entreprises qui travaille dans le développement durable et le bâtiment et qui a mené un projet pour abriter des locaux sur leur site du Carré de la Soie à Vaux-en-Velin. Euh, d'accord, merci beaucoup pour l'information. Euh, je les connais pas, mais oui. Et effectivement, oui, il y a un autre système de coopératives. Enfin, là, je vous ai juste parlé des coopératives de logement, qui sont les coopératives en fait les moins connues, mais il y a des coopératives de travailleurs, des coopératives agricoles, des coopératives de consommateurs. Et donc, c'est un écosystème très complexe et très intéressant qui part dans différentes directions. Euh, Quelles sont les différences entre les habitats collectifs en France et aux États-Unis? Donc, de ce que j'ai pu voir de la France, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de modèles où il y a un appartement intégral et donc très peu de coopératives où on a juste une chambre pour soi et tout le reste des espaces est collectif. Et donc ça, c'est une des différences que j'ai identifiées. Je dirais que l'ampleur du mouvement aux États-Unis fait une grosse différence. Il y a très peu de fois où je suis allée dans une ville où j'ai pas trouvé de coopérative d'habitants aux États-Unis, alors que je pense que on n'en est pas tout à fait là en France. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus diffusé et où du coup il y a énormément de circulation et cette espèce de nomadisme entre coopératives qui est aussi assez intéressant et bien développé. Enfin, il fonctionne très bien en réseau et donc ça c'est très intéressant. Euh, Une autre question de Julie. Les crèches dans les maisons de retraite répondent-elles au même objectif de recréer de l'intergénérationnel? Absolument. Et je pense que ça fait écho avec pas mal de choses que j'ai vues dans des coopératives où il y avait vraiment cet effort de réfléchir à comment est-ce qu'on mutualise les besoins et qu'on crée une entraide entre les générations. Et donc typiquement, il y avait des réflexions sur est-ce que la personne de 70 ans qui est à la coop aurait envie de s'occuper des enfants le mercredi après-midi comme façon de faire ses tâches pour la communauté ou ce genre de système-là. Donc pour créer un peu ces liens. Et ça, c'est une façon de le formaliser, mais il y a aussi beaucoup d'entraide qui se crée en dehors des tâches dans la coopérative. Euh, Avez-vous une idée de comment amorcer de tels projets en France? Moi, je vous conseillerais de vous rapprocher des groupes et des associations qui y réfléchissent. Je sais pas où vous vous situez, mais il y en a pas mal. J'en connais beaucoup à Paris et à Lyon, par exemple. Donc, ça peut vous donner des pistes de réflexion. Sachant qu'il y a différents modèles, et moi, le modèle que je présente, que je mets en avant aujourd'hui, c'est celui des coopératives. Donc, par exemple, à Lyon, je sais qu'il y a Habicoop et je crois qu'il y a Coop SVT à Paris, mais qu'il y a aussi des acteurs qui réfléchissent et qui aident à mener la réflexion sur l'habitat participatif, qui est un modèle un peu différent, mais qui est aussi très intéressant. Est-ce que ces coopératives sont juste pour les célibataires ou des familles peuvent y prétendre aussi? Il y a pas mal de familles. Je dirais que c'est assez surprenant d'ailleurs le nombre de familles, mais dans les coopératives, enfin voilà, dans certaines coopératives, il y avait plusieurs familles avec des enfants en bas âge, ce qui crée un environnement de jeu assez chouette pour les enfants. Et qui permettait des phénomènes effectivement de solidarité entre jeunes parents, par exemple, qui avaient l'air de créer des dynamiques assez sympas pour la famille et pour faire gagner du temps précieux aux jeunes parents. Et donc, c'est pas du tout restreint aux célibataires. Et moi, dans les coopératives où j'ai vécu, par exemple, la première, mon plus jeune colocataire avait 12 ans et ma plus vieille colocataire 72. Et donc,
Ça crée pas mal de diversité. Et voilà. Et le jeune colocataire de 12 ans donc, était là avec ses deux parents qui faisaient partie de la coopérative. Les étudiants qui ont eu cette expérience de logement ont-ils des pratiques de logement différentes après leurs études? Alors c'est difficile d'avoir un point de vue général, il faudrait des enquêtes statistiques. Je pense que moi j'ai un biais de sélection parce que je rencontrais des gens qui étaient très intéressés par ces questions-là. Donc il y a des phénomènes de gens qui ont vécu en coopérative étudiante et qui après ça ont envie de continuer à en vivre en coopérative, mais peut-être pas forcément avec des jeunes de 20-25 ans qui font la fête et tout ça, et qui du coup créent des coopératives plus pour adultes, qui leur ressemblent plus, à la fois en termes de taille, de style de vie et des choses comme ça. Donc ça existe beaucoup. Enfin, j'en ai vu dans pas mal de villes, mais ce serait difficile de savoir si c'est à quel point c'est généralisable. Je pense que pas mal de gens le voient comme une solution de logement étudiante temporaire qui fonctionne bien pour le temps de leurs études. Euh, et d'autres personnes décident qu'ils ont envie de faire leur vie comme ça. Il y a aussi beaucoup de communautés intentionnelles plus larges aux États-Unis, qui sont pas que des coopératives, qui peuvent être dans le milieu rural et des choses comme ça. Et j'ai vu pas mal de circulation avec ce type d'espace-là également. Donc il y a des modèles différents. Mais c'est difficile pour moi d'avoir une vue d'ensemble parce que il y a énormément de gens qui passent par les coopératives étudiantes et que j'ai pas vraiment de suivi de ce qui leur arrive après coup. Euh, Voilà. Je vous remercie pour toutes ces questions. Ça fait des conversations très riches. N'hésitez pas si j'ai oublié une question à me la faire remonter, mais je pense que j'ai répondu à la plupart de celles que j'ai vues ici. Merci beaucoup. Merci, je suis contente si ça vous a intéressé. Merci, bonne fin de journée à vous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Merci. Bonjour, merci pour vos messages de remerciement. C'était très chouette d'avoir ce temps d'échange. Et donc, je lis le commentaire de Dorian. Bonjour à tous. Prochain rendez-vous demain à 13h avec Margherita Pagani, où nous parlerons d'intelligence artificielle. Retrouvez tous les webinaires de notre série jusqu'ici. Et donc là, vous avez le lien pour si jamais ça vous intéresse. Merci Rodolphe, je suis contente que ça vous ait plu. Alors, je suis pas sur LinkedIn, mais je peux vous laisser mon mail si vous voulez. Merci David pour votre commentaire. Bon, merci à tous d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions ou si ça vous intéresse. Je pourrais essayer de trouver. Merci beaucoup Francine. Bonne journée.